Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Il est exactement 13h ici. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette édition. Une présentation de Bakary Cissé. Dans ce journal, nous allons parler du deuxième jour des négociations directes entre le gouvernement de Bamako et les groupes armés du nord du Mali. Le premier jour, c'est-à-dire hier, la coordination des mouvements de l'Azawad avait quitté la salle de réunion. Dans ce journal également, le ministre Mahaman Babi a-t-il échappé à un enlèvement dans la région de Tombouctou? Comment son convoi a été attaqué? L'intéressé donc répondra aux questions de Kassim Traoré dans cette édition. L'actualité internationale, Barack Obama a annoncé hier mardi l'envoi de 3000 militaires en Afrique de l'Ouest pour lutter contre l'épidémie de fièvre Ebola. Les États-Unis ont par ailleurs soumis une résolution au Conseil de sécurité pour entraîner une mobilisation internationale contre la maladie. C'est le titre de ce journal. Le développement dans un instant avec Bakary Cissé. 13h passées d'une minute. Bienvenue dans ce journal. Le deuxième jour de négociations directes entre le gouvernement de Bamako et les groupes armés du nord du Mali. C'était hier. Pour ce premier jour, la coordination des mouvements de l'Azawad avait quitté la salle de réunion. Hier, cette même coordination a refusé d'assister aux discussions, mais le protocole d'attente signé entre les 5 mouvements du nord commence à se fusionner. Hier mardi, dans la soirée, les représentants de la communauté internationale ont rencontré plusieurs leaders des mouvements armés avec objectif de ramener les groupes absents à la table des négociations. Nous allons rester avec toujours la situation au Mali. Le ministre Mahaman Babi était à Tombouctou. Il a-t-il échappé à un enlèvement? Comment son convoi a été attaqué? L'intéressé même répond aux questions de Kassim Traoré. Pour ce qui est de mon voyage sur Gundam, effectivement, j'étais en train de me diriger vers Tombouctou. Une heure avant que je n'arrive à Douékiré, un groupe armé a effectivement attaqué le correspondant de l'ORTM là-bas avec son équipe et ils ont enlevé le véhicule. L'attaque s'est produite une heure avant que je ne sois sur cet axe-là et c'est un axe incontournable lorsqu'on quitte Gundam pour aller à Tombouctou. Il se trouve que le gouvernement a eu le réflexe de m'avertir à temps pour que je ne tombe pas sur eux. Donc j'ai été averti une heure et donc il n'y a pas eu d'altercation entre mon escorte qui était composée d'une section d'une trentaine d'hommes lourdement armés et ces bandits-là. Donc du coup, contrairement à ce que vos confrères ont annoncé, mon escorte n'a pas été attaquée par les gens qui ont enlevé, les bandits armés qui ont enlevé le véhicule de l'ORTM. Les occupants sont sains et saufs. Les occupants, ils n'ont pas enlevé les occupants. Ils sont juste allés avec le véhicule. Eh bien, voilà, vous avez bien compris. Donc, c'est le ministre Mahaman Babi, porte-parole du gouvernement. A-t-il échappé à un enlèvement dans la région de Tombouctou? Voici donc la réponse donnée par l'intéressé et lui-même. Ici, à Bamako, visite hier matin de la première dame du Mali dans les locaux de l'Union des jeunes aveugles à Bamako. C'est avec les bras chargés de cadeaux que Madame Keita Aminata Maïga est venue s'enquérir des conditions de travail des jeunes aveugles au niveau donc de leur école. Voici le compte rendu de Dikourou Cheikh Traoré. Visite pleine de signification parce que signe de solidarité. C'est celle effectuée par la première dame du Mali à l'Institut malien des aveugles. Madame Keita Aminata Maïga vient de voler au secours des aveugles du Mali avec un don composé de 5 tonnes de riz, 5 tonnes de mil, 2 tonnes de sucre, des bidons d'huile, des matelas et des détergents. C'est une structure qui mérite toute notre attention. Je crois que l'UMAV mérite réellement qu'on se batte. Ceux qui sont là se battent, c'est vrai, mais ils doivent encore plus se battre. Ce geste est d'une importance inestimable aux yeux des bénéficiaires. Moumini Diarra, président de l'Union malienne des aveugles. Ce don va nous permettre de pouvoir prendre en charge l'entretien des enfants pendant une bonne partie de la nouvelle année scolaire. Hormis leur satisfaction, les non-voyants du Mali ont tenu à souligner les difficultés auxquelles ils font face. D'abord, nous avons un certain nombre de jeunes diplômés sans emploi. Ils ont fait un parcours de combattants pour obtenir des diplômes.
Je crois qu'au bout de cet effort, on doit les récompenser par un emploi. Le deuxième problème, c'est le problème de l'électricité et d'eau. Le troisième problème, c'est le problème du transport des enfants. Nous avons un car qui est déjà amorti, qui est vieux de 11 ans. Et enfin, le dernier problème, c'est d'avoir un fourrage. À ces revendications, Keïta Aminata entend faire tout son possible pour qu'il y ait un changement. La cérémonie a été marquée par une visite guidée des locaux de l'Union des jeunes aveugles et la signature du livre d'or de la dite structure par la première dame. Voilà, merci Dikourou Cheikh Traoré. Nous allons rester avec la jeunesse pour dire que hier c'était l'ouverture du forum de la jeunesse africaine ici à Bamako, au Centre international de conférence de Bamako. La cérémonie d'ouverture était placée sous la présidence du chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta. 3 jours durant, les participants à la rencontre vont débattre des crises sécuritaires dans l'espace sahélo-saharien, causes et états de lieu et des dialogues intergénérationnels. Un rapport avec l'intégration et la renaissance africaine. Kassim Traoré. Ce forum est organisé par le Conseil national de la jeunesse du Mali sur recommandation du think tank malien Forum de Bamako. 300 jeunes leaders africains prennent part à ce forum. Je suis Rivajon Félix, président du Conseil national de la jeunesse de Centrafrique. Moi, je pense que ce forum est d'une importance capitale parce que la question de la paix, comme l'a dit le président, sans la paix on ne peut rien faire, sans la paix on ne peut rien envisager. Les jeunes ont écouté pendant 30 minutes le président malien dans un discours bilan de la crise malienne. Paul Alema Vioga, je suis le président du Conseil national de la jeunesse du Gabon. Est possible d'envisager un développement naturellement sans la paix et la sécurité. Le terrorisme de manière globale freine le développement et empêche véritablement. Dira le président du Conseil national de la jeunesse du Mali, Mohamed Salia Touré. Le Mali, cette terre légendaire d'accueil, ne peut pas être une victime récurrente d'accidents graves institutionnels, de fractures citoyennes aux plaies sociales béantes, de souffre-douleurs pervers, de minorités criminelles ou vengeresses. La jeunesse n'est pas une charge, mais une chance. C'est ce qu'a dit Abdoulaye Koulibaly, co-organisateur du forum. Parce qu'elle recèle tout le potentiel pour sortir de l'étau actuel de faillite des systèmes éducatifs, chômage, effritement des valeurs, fanatisme multiforme, instabilité politique, guerre et j'en passe. Seule la Guinée-Conakry n'a pas pu faire le déplacement de la capitale malienne. La raison évoquée est le virus Ebola. Voilà, merci Kassim Traoré. Dans le même temps, dans le cadre de la mise en œuvre du programme Emploi Jeunes PEJ, l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes APEJ, à travers sa cellule de coordination régionale des CAI, a organisé une campagne de sensibilisation des jeunes caïsiens à la culture entrepreneuriale. C'était hier dans la salle de conférence du Conseil des cercles. Le point avec Boubacar Niane. Cette campagne de sensibilisation visait à informer les jeunes entrepreneurs et potentiels jeunes entrepreneurs sur les avantages relatifs à l'entrepreneuriat pour leur permettre de réussir mieux leur premier pas dans l'entrepreneuriat et l'extension de leurs activités. Hamidou Kamara, coordinateur régional de l'APEJ. C'est ce qui explique déjà cette initiative qui cadre un peu avec la composante 2 du programme Emploi Jeune qui est à sa deuxième phase. Donc cela nous a amené l'APEJ à prendre des initiatives dans le cadre de sensibiliser l'ensemble des jeunes du Mali en général et en particulier les jeunes de la région de Caille pour les amener quand même à être dans un premier temps être outillés dans le cadre du développement de la culture d'entreprise et dans un second temps également à prendre des initiatives pour aller dans le secteur entrepreneurial. Massamba Dramé, un jeune qui s'est réjoui de participer à cette activité. Cette formation m'a appris beaucoup de choses concernant l'entreprise, qu'est-ce que c'est que l'entreprise, l'entrepreneuriat. Vraiment, ça m'a mis dans le bain davantage. Pendant une journée, une centaine de jeunes ont été outillés sur la culture de l'entrepreneuriat et sur la gestion d'entreprise. Boubacar Niane, Radio Clédou, Caille. Voilà, nous allons rester toujours avec les jeunes et surtout avec la formation. Relève le défi de la formation des jeunes pour les emplois modernes. Tel est le contenu d'une convention partenariale entre le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle et le cabinet African Job Solutions. La convention de 5 ans stipule que la formation pour les jeunes maliens dans les domaines comme la mine, la mécanique, l'électronique et la maintenance des grandes machines. Kassim Traoré a participé à la cérémonie de lancement.
Le manque de main-d'œuvre qualifiée dans certains métiers n'est plus un secret au Mali. D'où la signature de cette convention avec African Job Solutions. Maman Babi, ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. On retient de la signature de cet accord de cadre de partenariat la possibilité pour le Mali de bénéficier de la mise en place de centres de formation professionnelle modernes, centres qui vont nous permettre de former des Maliens au métier des mines par exemple. Et en plus, nous pouvons former, au-delà du Mali, nous pouvons former aussi pour le reste de la sous-région. African Job Solutions exécutera cette convention en se basant sur ses partenaires canadiens. Mamadou Demba, directeur de African Job Solutions. Une fois que nous avons le plateau technique nécessaire, nos partenaires canadiens pourront intervenir dans un premier temps pour former des formateurs qui seront des Maliens. Donc ça sera un emploi pour les Maliens déjà. La formation continue sera assurée par nos partenaires canadiens auprès des compagnies minières, des compagnies pétrolières, même auprès des compagnies agricoles. Issa Makalou, actionnaire associé d'African Job Solutions. Ils sont allés trouver des centaines de Philippins qui sont en train de faire la soudure. Et maintenant, quand on les a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a que des Philippins ici? Ils disent qu'il n'y a pas de compétences locales. Il n'y a pas de soudeur certifié au Mali. Donc, imaginez un peu ça, c'est sur une mine où il y avait plus de 300 personnes. Ça, c'est juste la soudure que je vous ai pris. Il y a l'électricité, il y a l'électromécanique. African Job Solutions a signé cette convention de formation qui a une durée de 5 ans. La formation même débutera en fin octobre avec la formation des formateurs. Actualité internationale, je le disais, Barack Obama, le président des États-Unis, a annoncé hier l'envoi de 3000 militaires en Afrique de l'Ouest pour lutter contre l'épidémie de fièvre Ebola. Les États-Unis ont par ailleurs soumis une résolution au Conseil de sécurité pour entraîner une mobilisation internationale contre la maladie. Ces tests pourraient être votés demain jeudi. Le bilan de l'Organisation mondiale de la santé donne 2461 personnes décédées sur près de 5000 cas, a déclaré. Les forces américaines seront principalement déployées à Monrovia, la capitale du Libéria, où sera localisé les centres de commande. Les hommes sont des spécialistes de la logistique. Ils sont là pour installer des hôpitaux de campagne. 1000 lits ont été promis et des lieux de quarantaine. Le président des États-Unis a mis l'accent sur l'urgence devant une situation qui se dégrade. De son côté, l'ONU a affirmé hier que désormais près d'1 milliard de dollars sont nécessaires pour lutter contre Ebola en Afrique de l'Ouest, soit le double des fonds demandés il y a moins d'un mois. Les Nations Unies tablent à présent sur 20 000 cas d'ici la fin 2014. Près de la moitié des fonds seront destinés au Libéria. La responsable des opérations humanitaires des Nations Unies, Valérie Amos, a averti que, je cite, la capacité des 3 principaux pays affectés, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone, à répondre aux besoins essentiels de la population est sur le point de s'effondrer. L'OTAN est en Ukraine, en tout cas dans son extrême ouest, très loin de la zone de guerre, dans le Donbass. Plusieurs des États membres y conduisent des exercices conjoints avec les forces armées ukrainiennes. Ces exercices consistent à une série donc de manœuvres et de stimulation militaire de grande envergure et qui regroupe plus de 1200 soldats venus de 15 pays différents. Et pas seulement de l'OTAN, puisqu'il y a également des délégations de Moldavie, de Géorgie ou encore d'Azerbaïdjan. Le plus gros contingent après les Ukrainiens, ce sont les États-Unis qui ont dépêché environ 200 hommes. On peut noter que la France ne prend pas part à ces exercices. Retour au Mali pour parler de l'Office du Niger. L'Office du Niger récolte désormais les poissons des cases flottantes installées dans ces zones de production. Avec une capacité de 4 tonnes de poissons par case, cette initiative fait de l'Office du Niger une zone de pisciculture. Le lancement de la pêche de la case flottante de Béouani s'est uni hier au mardi. Plus de 10 millions de francs CFA sont attendus après la vente de tous les poissons de la case de Béouani. Pour plus de précisions sur cette nouvelle vision de l'Office du Niger, nous allons écouter M. Ori Yuru Pérou. Il est le directeur de la zone de Béouani au micro de notre correspondant sur place, Douba Damile.
C'est une initiative prise par le ministre du Développement rural, en l'occurrence M. Dr Bakary Trita. Maintenant sur la roulette et l'implication personnelle du PDG de l'OFI Niger à travers cette zone de production. Et nous sommes très fiers, la zone est très fière de consacrer cette journée. C'est une activité, au départ on ne le croyait pas, mais avec l'engouement des jeunes et le suivi appui conseil de l'OFI Niger, aujourd'hui nous pouvons dire que vraiment nous sommes au terme d'une activité qui a porté fruit et puis entière satisfaction. Le centre d'intérêt est qu'on a pu réunir des jeunes autour de cette activité. Maintenant l'intérêt principal qu'on tire de cette activité, c'est qu'elle permet de faire des revenus et de fixer les jeunes et de créer à travers la création d'emplois des jeunes. Monsieur Oriuru Peuru, le directeur de la zone de Bewani, au micro de Douba Damele. Nous allons partir à Sikasso pour terminer avec ce journal pour la mise en œuvre de l'adduction d'eau de la ville de Sikasso. Un atelier d'information est organisé par la cellule de planification et de statistiques avec le partenaire PADS et Prozea, l'appui suédois au programme suédois, au programme sectoriel eau et assainissement. L'atelier d'information a réuni l'ensemble des maires de Sikasso, les services techniques concernés et des représentants de l'administration. C'est ce qui nous dit Zoumana Traoré. Cet atelier, organisé par la cellule nationale de planification et de statistiques avec le partenaire PADS Prozea, vise un partage d'informations sur l'adduction d'eau dans la région de Sikasso. Eli Dambélé est le chargé de programme à l'ambassade de Danemark au Mali. Nous visons un partage beaucoup plus élargi sur l'ensemble du programme PADS. Parce que le programme PADS, c'est un programme qui comprend un volet hydraulique rural, un volet hydraulique urbain et un volet assainissement. Le volet hydraulique rural est mis en place par l'AGTR dans les régions de Koulikoro, Sikasso et Mopti. Le volet assainissement est mis en œuvre par l'UNICEF dans les régions de Sikasso, Mopti et Koulikoro. Et le volet hydraulique urbain est mis en œuvre par la SOMAPEP et la SOMAGEP dans les villes de Sikasso, Kati, Kai, Kouchalan. Et dans ce sens, nous comptons pour une mise en œuvre totale de l'adduction d'eau de la ville de Sikasso. En un mot, d'ici fin 2016, la ville de Sikasso n'aura plus de problème d'eau. Et dans la ville de Sikasso et dans au moins 15 villages environnants de la ville de Sikasso. Nous avons déjà fait les forages nécessaires pour joindre au réseau d'adduction d'eau de Sikasso. Et nous comptons, si nous avons les financements nécessaires, je pense bien que nous les aurons pour en 2016, de mettre en œuvre les réseaux tertiaires, autrement dit, d'amener l'eau au niveau des zones les plus reculées pour que les populations les plus démunies puissent avoir l'eau. Malgré les niveaux de pluviométrie élevés dans la région de Sikasso, la recherche de l'eau potable est souvent source d'inquiétude pour les populations. Ce programme d'adduction d'eau pourrait être une source d'espoir pour les populations. Zoumana Traoré, Sikasso pour Radio Clédou. Merci Zoumana Traoré, c'est ce qui me fait cette édition. L'édition de 13h de Radio Clédou, merci de l'avoir suivi. Présentation Bakary Sissé, mise en onde, chaque connaît. Restez avec nous, l'information continue sur notre antenne. Tout à l'heure, vous allez retrouver Djibril Kaba dans les magazines sport en langue nationale Bambara sur Radio Clédou 101.2.